Je fais énormément de coups de folie. Finalement, je pense que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez... J'aime les choses un peu qui sont logiques, qui sont raisonnées. Mais dans ma façon d'agir, je vais pas trop être comme ça finalement. Je sais pas, et puis des fois, au final, le fait de justement de courir un peu à l'instinct, et ben c'est pareil, ça aide un peu à se transcender, à être plus performant et à aller au-delà un peu justement de ses capacités où on dirait bah t'es capable de faire ça. Ouais, mais en fait, finalement, peut-être qu'il y a un petit truc en plus qui te permet d'aller au-delà de ça. Et du coup, t'en s'en servir. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Duncan Perilla. Adepte de course à pied depuis son plus jeune âge, Duncan a entrepris une licence en sport-études en France, qu'il a ensuite menée jusqu'à une université américaine entre ses 22 et ses 26 ans, grâce à l'obtention d'une bourse sportive. À son retour en Europe en 2019, Duncan entreprend de s'investir avec ambition dans la course à pied à haut niveau. Il décide quelques temps après de s'inscrire à son premier marathon en octobre 2021 à Rennes. Une course pleine qui va lui faire vivre un inattendu ascenseur émotionnel à l'arrivée, et dont il va nous parler plus particulièrement aujourd'hui. Il revient également sur sa première expérience sur le format 100 miles à l'occasion de l'UTMB 2023, sur lequel il a rapidement été contraint à l'abandon. Mais je ne vous en dis pas plus. Duncan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, libéré, destitué. Salut Duncan. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci de m'accueillir. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? Combien tu te donnes là ? Ça va, on va dire 6-7. 7 parce qu'au final, je suis un petit peu blessé, mais en même temps, rien non plus de très grave. Blessé mais heureux malgré tout. C'est ça, exactement. On enregistre cet épisode le jeudi 30 novembre, donc je ne sais pas à quel point tu es mélomane Duncan, mais le 30 novembre est une date qui a marqué l'histoire de la musique, puisqu'il y a 44 ans, jour pour jour, Pink Floyd sortait son célèbre album The Wall, le double album le plus vendu de l'histoire à ce jour. 3 ans plus tard, Michael Jackson sortait Thriller. Donc là, c'est l'album simple le plus vendu au monde, de 65 millions d'exemplaires. Et le 30 novembre 2018, en redescendant d'un étage, Michel Polnareff a sorti son premier album après 28 ans d'absence. Je ne suis pas certain qu'il en a vendu autant que les 2 précédents. Lequel de ces 3 albums tu mettrais dans ta discothèque favorite ? Aucun des 3 ? J'écoute plus de la musique française au final. Okay. Mais non, je connais les 3. Je pourrais pas dire que j'ai un préféré. Ton dernier coup de cœur ? Mon dernier coup de cœur, là, que j'écoute en ce moment ? Ouais, là sur le chemin pour venir à l'interview, t'as écouté quoi ? Ah non, mais moi, mon coup de cœur, on va dire, il y en a 2 principalement, c'est Orelsan et Stromae. Ouais, je comprends. J'ai jamais vu Orelsan en concert, j'aimerais beaucoup. Ouais, moi aussi. J'ai pas eu Stromae aussi en même temps. Ouais, je crois qu'il en fait plus trop maintenant. Ouais, mais... il a un peu mis la pédale douce le pauvre, je crois que ça a pas fort. Duncan, on va pas mal échanger aujourd'hui de sport. C'est pour cette raison-là que la première question que je te pose, je vais te demander de te présenter, mais tu dois effacer tout ce qui touche de près ou de loin au sport dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, en partant du principe qu'ils ne connaissent pas peut-être tous en détail ta vie ? Qu'est-ce que tu peux leur dire, mais qui ne touchent pas au sport ? Ah, cool. C'est la première fois qu'on me demande de me présenter sans parler de sport. En vrai, c'est sympa, c'est agréable. Ça va être dur parce que finalement, c'est presque devenu presque machinal de me présenter en parlant de sport maintenant. Tout simplement, je pense que je dirais, j'ai 30 ans depuis cette année. Soit disant, c'est un âge qui est censé marquer, donc je le dis. Beau passage, normalement. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais bon. Je suis grenoblois. Je viens des montagnes, on va dire, dans la Chartreuse, juste au-dessus de Grenoble. J'ai un frère jumeau qui m'a aidé un peu dans mon sport, qui m'a aidé un peu à trouver des partenaires. J'ai 2 petites sœurs aussi. Elles t'ont pas du tout aidé ? Qui m'ont pas particulièrement aidé, mais qui étaient très sportives de base aussi. Une qui a fait beaucoup de natation et de ski alpin, et l'autre qui a fait beaucoup de tennis. Et maintenant, elles ont mis le sport un peu plus de côté pour la médecine. Mais voilà, je suis fier d'elles aussi. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est une belle entrée en matière. Une passion secrète qu'on ne soupçonnerait pas. On va dire 2 passions secrètes. Si c'est vers le sport, un peu, c'est genre le patin à glace que j'ai découvert il y a quelques années. Au final, je me débrouillais pas trop mal et j'aimais bien un peu tenter des figures par moi-même. Le badminton.
J'ai vu que tu respectais pas les consignes sur le sport. Ouais, c'est... Non, mais vas-y. Le Pas badminton que aussi. sur le sport, dans la vie de façon Ouais. générale. Badminton très ludique aussi, Ouais, très le sympa, plus badminton. physique que ce qu'on pense souvent. Ouais, mais non, mais vraiment un truc en ce moment un peu qui m'a pris, et c'est les échecs. En fait, je m'y suis mis là à mon anniversaire. En fait, mes sœurs qui m'ont offert ça, qui voulaient me stimuler un peu, que je fasse un peu un effort, on va dire, intellectuel plus important que la course à pied, on va dire, n'amène pas. Et du coup, voilà, je me suis mis aux échecs, et mon objectif déjà, c'est de passer un bon palier fin décembre, d'avoir un classement Elo qui soit correct il y après a des 3-4 cotes. mois. Ouais, il y a un classement, j'ai appris ça il y a peu de temps. Il y a 4 mois, je savais à peine jouer. J'avais du mal à différencier, à savoir même où on mettait la dame et le roi. Et voilà, et là l'objectif c'est fin d'année de me rapprocher du classement de 1000 Elo. Donc pour la plupart c'est un niveau débutant intermédiaire, mais voilà, j'aime beaucoup ça. C'est un beau cadeau de trentenaire, ça. C'est symbolique, l'échec. Ouais, ah ouais, Moi, c'est vrai. passé la quarantaine, j'ai que des bouquins à tous mes anniversaires. Je peux t'en parler. Bah, d'ailleurs, justement, pour progresser dessus, j'ai essayé de regarder des podcasts justement sur les échecs. Et en fait, quand je tapais échecs, c'était plutôt que le jeu d'échecs, ça me mettait beaucoup de podcasts sur les Comment j'ai échecs réussi dans à la rebondir, vie. Donc, ouais. c'est vrai. D'un on va parler cette fois de sport. Ça y est, j'ouvre les vannes. Tes premières foulées, toi, ça remonte à l'âge de 6-7 ans, c'est ça, avec ton papa? Ouais, c'est ça. Au début, c'est vrai qu'à l'école, en école primaire, il n'y en a pas beaucoup qui aimaient courir. On va dire que moi, j'ai toujours aimé courir. Voilà, bah forcément, comme je disais, moi, je viens un peu de la montagne, et mon père aimait bien un peu faire du sport. Il est hyper actif. Pour le rendre fier un petit peu, j'allais courir avec lui. Je faisais, on va dire, 20, 25, 30 minutes quand j'avais 6-7 ans. C'est beaucoup déjà, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est vrai que les notions, moi, ça me paraissait énorme, justement. Je me souviens de la boucle, en fait. La boucle que je faisais quand j'étais tout petit, c'est la boucle que je peux faire encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, cette boucle, elle me paraît ridicule, alors qu'avant, ça me paraissait un truc de malade. Il y a une énorme cote, en fait, dans cette boucle. Et je me souviens que quand j'étais petit, je la faisais en marchant, alors que maintenant, elle dure 3 minutes. Donc, c'est vrai que sur un effort de 3-4 km sur l'ensemble de la boucle, la montée, maintenant, je la fais systématiquement en courant. T'aimais courir et tu aimais glisser aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de ski alpin. Bah, c'est sûr que déjà, rien que mon nom de famille, Périlla, il y en a beaucoup déjà vers le Grand Bornand, vers Annecy, vers la Clusaz. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de gens qui sont connus des Périllas en ski de fond ou en ski alpin qu'en course à pied, ça c'est sûr. Donc voilà. Pour donc, l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai commencé par des sports de glisse. C'était quoi tes images de sport dans ta jeunesse, tes icônes? Est-ce que tu avais des références qui t'inspiraient particulièrement? En fait, non, j'ai jamais été une personne genre à être particulièrement fan de quelqu'un. Je suis un peu les choses comme elles viennent et tout, mais j'étais pas du genre à idolâtrer telle ou telle personne. Je vois assez facilement les gens tous un peu au même niveau. Moi, je pars du principe qu'une personne qui est hyper forte dans un domaine, elle est peut-être moins dans un autre. Et il y a des personnes qui ont beaucoup à apprendre dans quelque chose et d'autres beaucoup dans d'autres. Donc je suis pas tant comme ça au final. Tu suivais beaucoup le sport plus jeune? Là, tu faisais des soirées télé ou après-midi télé à regarder des JO, des championnats d'athlétisme ou d'autres, du ski justement? Ouais, j'ai toujours beaucoup suivi le sport. Mais pas que le sport que je pratiquais, un peu tout. Moi, j'adorais regarder, je sais pas, le Roland-Garros, par exemple, les sports surtout qui se font en France. En fait, je suis assez chauvin. Mais c'est vrai que tout ce qui est lié au sport, les JO, j'ai toujours regardé en vacances, que ce soit les JO d'hiver, les JO d'été. Donc forcément, moi, je supporte énormément la France. Donc pour moi, j'ai l'impression une victoire de la France, c'est comme si c'était moi qui gagnais. Donc ça me fait des vraies émotions. Mais même un peu ce qui est lié au sport, rien que même même les émissions, par exemple, un truc comme Koh-Lanta qui est axé sport, un peu aventure et tout, c'est quelque chose que je regarde aussi. Donc, Tu as dû être heureux là hier en apprenant que la France avait été la seule encore en lice pour les JO d'hiver 2030. Ouais, j'ai su ça. Je suis content, non, c'est sûr. Bah, déjà, le fait qu'il y ait Paris là, en 2024. Après, c'est vrai que maintenant, le fait que je pratique surtout un sport estival, moi, je suis d'autant plus content que ce soit les JO d'été. Mais de façon générale, c'est vrai que le fait d'avoir les JO chez soi, c'est un honneur, ça, c'est sûr. Quel souvenir tu gardes, là, si on revient sur la course à pied, de tes crosses au collège? Est-ce que pour beaucoup, c'est une contrainte ou c'est un peu un passage obligé? Est-ce que toi, c'était déjà sujet à réjouissance et à beaucoup de plaisir? Ah, j'adorais. Ah, je m'en souviens vraiment, c'était un pur kiff. C'était un peu avoir froid, c'était le stress dans le bus, je me souviens, j'étais à cette époque, j'étais tout petit, je voyais tout le monde comme des gens hyper forts. C'était pas vraiment un complexe d'infériorité, c'était plus une peur d'être comme ça avec une foule de personnes. C'était se faire de nouveaux amis finalement qui étaient dans le même collège que nous.
c'était une ambiance vraiment particulière et c'est des très beaux souvenirs, ça c'est sûr. Avec un instinct de compétiteur qui existait déjà en toi? Ouais, ça c'est. Ouais, voilà. Après, est-ce que c'est instinctif ou est-ce que c'est éducationnel? Parce que c'est vrai que j'ai été éduqué un peu de façon comme ça, où il faut être un peu performant dans tout ce qu'on fait. C'est toujours dur à dire, mais c'est sûr que compétiteur, je le suis et c'est une bonne partie de ce qui me pousse dans la vie et ce qui me motive, c'est réussir à faire le mieux possible. C'est vraiment la compétition. Est-ce que tu as pu ressentir justement la peur de décevoir, peut-être plus jeune? Ouais, c'était beaucoup par rapport à moi-même. Finalement, j'avais surtout pas envie de me décevoir moi-même et j'aimais pas forcément quand je m'investissais, quand je me mettais la pression pour quelque chose, me dire qu'il n'y avait pas un résultat derrière. Bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que finalement les gens me montraient rarement quand j'ai échoué une déception. C'est vrai que j'étais plutôt bien entouré, les gens étaient quand même de façon générale assez bienveillants. Donc en fait, quand j'échouais, les gens me disaient rien et je le voyais que par exemple mes parents, quand je réussissais, ils étaient fiers de moi et ça c'est quelque chose qui était important pour moi. À quel moment tu as commencé à prendre conscience que tu avais peut-être des qualités particulières ou un petit peu hors du commun en tout cas? Est-ce que déjà dès l'adolescence, tu as pu observer ça ou est-ce que c'est arrivé bien plus tard? Ah non, moi je suis très souvent parti du principe que j'étais pas si doué que ça. Jusqu'à, on va dire, la période où j'ai commencé vraiment à travailler, on va dire à 25 ans, la période où j'ai arrêté l'athlé, en fait, où j'ai commencé à travailler, où j'arrivais... En fait, quand je fais un truc, je le fais pas mal à fond, et j'étais hyper impliqué dans mon boulot. Je parle de à Chicago, l'année où j'ai vécu là-bas, où j'ai travaillé. Je sais que mon patron et tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils étaient contents du travail que je faisais parce qu'ils voyaient que je le faisais à fond. Donc forcément, quand on fait les choses à fond, on est obligé de les faire un minimum bien. Et voilà, et suite à ça, en fait, j'ai pris beaucoup plus de recul sur la course à pied. J'ai été un peu décomplexé. Et en rentrant en France, en reprenant l'athlé, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus ce stress, plus cette pression, j'avais plus cette attente et ça m'a un peu... ça m'a aidé, on va dire, à progresser et justement pas avoir peur d'être bon et performant. Et c'est ce qui m'a fait... Je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de raison que je sois moins bon que les autres. Je remonte un petit peu le temps là, mais tu as démarré ta licence, une licence en sport et études. C'était quoi ce que tu rêvais, tu projetais de toi, de ton avenir? Est-ce que c'était le sport était une des voies possibles, même si tu dis que c'est arrivé quand même plus tard, cette envie de t'y consacrer plus et d'y mettre plus d'engagement? C'était quoi le scénario idéal pour toi à ce moment-là? De quoi tu avais envie? C'est vrai qu'on va dire qu'au lycée, je faisais de l'athlé, mais je faisais beaucoup de choses à côté. Et vers la fin de lycée, je me suis dit, allez, je vais essayer de me professionnaliser, dans le sens où je vais essayer de faire davantage d'athlé pour essayer de me rapprocher le plus possible du haut niveau. Parce que je me débrouillais plutôt bien et je me disais, j'ai peut-être une marge. Et finalement, les années où j'ai été le plus impliqué, le plus à fond un peu dans l'athlé, il y avait peut-être une pression un peu supplémentaire qui a fait que j'ai pas réussi à m'exprimer pleinement et j'ai pas réussi à progresser plus, même si j'avais plus de temps pour m'entraîner et même si je mettais beaucoup plus les choses un peu en ordre pour essayer d'être le plus performant possible. Mais tu te voyais en tout cas, à ce moment-là, le sport était la trajectoire à laquelle tu te destinais, ou si on t'avait dit que tu allais bosser en marketing dans un grand groupe, ça aurait pu t'aller aussi très bien? Ah non, moi j'étais persuadé que jamais je pourrais vivre de mon sport à ce moment-là. Pour moi, le sport, c'était... dans un coin de ma tête, j'avais envie d'essayer de passer un peu ces paliers qui me permettraient d'être, entre guillemets, professionnel. Mais au fond de moi, je me disais, non, le sport, c'est un équilibre, c'est une passion, c'est justement un peu se jouer un peu avec cet esprit de compétition pour kiffer la vie. Mais à aucun moment, j'allais pouvoir complètement vivre de ça. Tu as obtenu une bourse qui t'a permis d'aller vivre le rêve américain. Tu es parti Ouais. dans une université en Californie. On va synthétiser ça au maximum. Ta plus grande surprise là-bas, et puis l'apprentissage majeur avec lequel tu es revenu des US? Ouais, la plus grande surprise, c'était le fait que on avait entraînement donc tous les matins à 6h du mat. Et je me souviens, le premier matin, j'arrive, il est 6h01. Et en fait, d'abord, on avait rendez-vous dans le gymnase. Et là, je vois le gymnase est fermé. Il y a le coach qui est derrière et qui me dit que que j'étais en retard. Je me dis, mais je suis pas en retard, il est 6h01, on a rendez-vous à 6h. Il me dit, non, 6h, il est plus 6h. Donc, il m'a laissé entrer, il m'a dit, c'était la dernière fois. Là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même... Je sais qu'en France, quand on a rendez-vous à 1h, en général, on attend des gens pendant 10 minutes. Donc, c'est vrai que ça m'avait surpris. Le lendemain, j'arrive, 6h pile. Et là, de nouveau, tout le monde qui était déjà là. Et moi, je suis arrivé 2 semaines après tout le monde. Donc, je ne savais pas un peu ce côté très ponctuel. By the book, comme disent les Ouais, anglophones. exactement.
Et voilà, et j'arrive à 6h, il me dit non, mais ce que tu comprends pas, c'est que 6h, quand on commence à 6h, le rendez-vous est à 6h, ça veut dire qu'on commence à 6h. Donc toi, tu dois arriver avant 6h. Si tu es là à 6h, c'est que tu es en retard. Et du coup, ça m'avait appris à cette période un peu à être vraiment beaucoup plus ponctuel. Et finalement, en rentrant en France, j'ai vu que les gens l'étaient moins. Et j'avoue que moi, je m'adapte assez facilement et que de base, je suis pas très ponctuel. Donc maintenant, je suis de nouveau parmi ceux qui sont les plus en retard. Et en termes d'apprentissage, est-ce qu'il y a une chose que tu as retenue de ces années là-bas qui t'aide aujourd'hui, peut-être sans que tu y penses consciemment, mais en tout cas qui t'a quand même forgé aussi? Ah oui, complètement. Bah, les Américains, ils sont hyper positifs. Nous, on est énormément à se rabaisser soi-même et à rabaisser les autres, à énormément critiquer. C'est pour ça, je pense que de façon générale, les Français à l'oral ont beaucoup de difficultés et ont peur en fait de se présenter à l'oral, de parler à l'oral, alors que là-bas, pas du tout. On fait énormément d'exercices en cours où on a des présentations orales et en fait, tout le monde est tellement bienveillant à dire du positif qu'en fait, ça aide et ça donne confiance et ça permet de progresser davantage. Moi, je me souviens d'une de mes premières présentations qui était un peu complexe en master. Donc, ça faisait déjà quelques années que j'étais là-bas, donc l'anglais, ça allait. Mais quand même, c'était un sujet qui était assez complexe. J'avais choisi de faire un truc sur les transgenres, en plus dans une école privée et tout, donc c'était assez compliqué. Et finalement, j'ai beaucoup bafouillé, j'ai eu du mal, j'avais peur de ce que les autres pensent de ma présentation. Et à la fin, tout le monde a été hyper bienveillant. Et je pense que c'est ce qui te pousse en fait à prendre confiance en toi et à être beaucoup plus à l'aise à l'oral et même dans la vie en général, le fait d'être positif, je pense que c'est important de se tirer vers le haut. Ouais. Bel enseignement, effectivement. Ouais. Ils font ça mieux que nous. Je pense qu'en France, on n'est pas très doué sur ça. Ouais. Tu es revenu en Europe ensuite, en 2019. Là, le plan ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tu avais un job qui t'attendait à Londres. Ouais. Ils t'attendent encore, je crois. Ouais, mais attends, encore, je sais pas. Il faudrait que je leur envoie. Faudrait leur dire que tu je me viendras pas. suis dit, faudrait que je leur envoie un message. Surtout que donc je devais partir travailler pour une compagnie, enfin une boîte de cuisine de luxe professionnelle et résidentielle. C'était une branche de la boîte pour laquelle je bossais aux États-Unis, une branche française, et je devais partir la développer à Londres en faisant en fait un peu ce qu'on faisait là-bas, c'est-à-dire des événements avec des designers, des architectes, des revendeurs. C'était un peu du marketing. En fait, on vendait rien directement, mais c'était vraiment instruire sur la marque. Et voilà, et l'idée, c'était que cette marque, elle se fasse beaucoup plus connaître en Angleterre. Donc, c'est vrai que c'était un beau projet. Je devais partir avec le directeur des ventes. J'étais allé à Paris, justement, pour repasser un entretien, même si j'avais été recommandé par la grosse boîte américaine. Donc c'est vrai que je devais partir là-bas après 3-4 mois et finalement j'ai repris l'athlé. Je me suis retrouvé à être pas loin de la qualif pour les championnats d'Europe de cross la première année et je me suis dit putain c'est con, j'ai jamais été aussi bon en athlé et là si je mets l'athlé de côté, jamais j'y reviendrai pas dans 10 ans parce que c'est pas à 40 ans que tu commences à faire du haut niveau. Donc je me suis dit j'ai envie de me donner ma chance. Mon CV finalement j'ai un CV qui est pas trop mal, j'arriverai à retrouver un boulot plus tard et du coup j'ai démissionné avant même d'avoir commencé. Grand bien t'en as pris, puisque ça marche bien depuis la course à pied. Ouais, c'est sûr, c'est des choix. Après, ça se trouve, j'aurais eu aussi une vie géniale en partant là-bas, mais c'est vrai que non, là, aucun regret aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc tu reprends un peu plus intensément la course à pied, tu fais, j'avance dans le temps, à Dublin, tu finis 30e des championnats d'Europe de cross, qui est une performance dont tu te satisfais pleinement, et parce que le niveau est incroyable, enfin, tu es devant un certain nombre d'athlètes olympiques, en tout cas de ce que j'ai compris, donc tu tires bien ton épingle du jeu. Ouais, c'est vrai, c'est sûr que si on me disait il y a 10 ans qu'un jour j'allais faire les championnats d'Europe et que j'allais finir devant beaucoup d'athlètes qui ont fait des championnats du monde, les JO, qui ont fait des perfs de malades, j'aurais dit mais non, c'est impossible, moi j'ai pas les qualités ou les capacités physiologiques pour faire ça. Et en fait, c'est vrai qu'en s'entraînant, en fait, on a des capacités qui sont tous largement, à mon avis, supérieures à ce qu'on croit. Il y a ton frère Thibaut, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a monté une boîte qui s'appelle Lactique. Ouais. Elle a eu un rôle assez peut-être fondateur, en tout cas pour te permettre de développer avec un peu plus de sérénité ta carrière. Le but du jeu, c'était un peu de mettre en lumière le fait que des athlètes de très bon niveau en France n'arrivent pas à trouver des partenaires, que ce soit très compliqué pour eux, donc de pouvoir en vivre et donc de se consacrer, en tout cas d'avoir des partenaires qui les suivent pour pouvoir se consacrer encore plus entièrement à leur sport. Il a publié un post LinkedIn qui a été vu des millions de fois, qui a pas mal éclairé justement ce sujet-là. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à quel point toi ça t'a été utile? Je sais que tu étais en discussion déjà avec Oka à ce moment-là, mais j'imagine que ça accélère un certain nombre de choses. Est-ce que tu as le sentiment que les choses ont changé? C'était il y a 2 ans. Est-ce que tu as le sentiment
par l'entremise de ce que peut faire ton frère ou ce qu'il a pu faire, d'autres acteurs et dans l'état d'esprit? Est-ce que tu as l'impression que l'écosystème est aussi en train de bouger, en tout cas de ce que tu en connais sur peut-être un peu plus sur la course à pied et l'athlé? Bah, c'est vrai que je pense qu'en un, c'est surtout que ça m'a déjà touché. Parce que c'est vrai que le fait de faire ça de son temps libre, de façon complètement bénévole, complètement altruiste, ça m'a fait hyper plaisir. Et qu'il ait fait ça vraiment 100% juste pour moi, juste pour m'aider, c'était hyper touchant. Et effectivement, le fait de voir aussi qu'il avait une vision à se dire, finalement, un moyen pour que les athlètes arrivent à se faire voir auprès des entreprises, c'était LinkedIn. Il y en avait peu qui faisaient ça auparavant et c'est vrai que c'est un des premiers en France à s'être rendu compte de ça. Donc ça, c'est assez impressionnant. Après, oui, ça arrivait un peu en même temps que tout. Je peux pas dire par contre que c'est vraiment ça qui m'a aidé à vivre parce que ça arrivait en même temps que j'ai commencé à faire un peu à exploser aussi, à faire mes meilleurs perfs. Mais c'est sûr que j'ai 2 sponsors actuellement que j'ai grâce à lui. C'est juste trop cool, quoi. On va revenir un petit peu à ta vision, en tout cas de ta pratique. Toi, tu situes comment le curseur entre plaisir et performance? Est-ce que tu peux te satisfaire d'autre chose qu'une première place ou d'un temps? Est-ce que tu vois, si tu as mis l'engagement et l'esprit que tu voulais dans une course et que le résultat n'est pas là, est-ce que tu ressors frustré? Est-ce que tu jaugerais, toi, de ton, là où vient ton plaisir dans la course à pied? Ouais, moi, plaisir et performance, pour moi, ça va forcément ensemble. Parce que je pense que pour être performant, il faut être hyper motivé. Et pour être hyper motivé, il faut y trouver du plaisir. Moi, je me suis rendu compte que plus je prenais plaisir dans ce que je faisais, plus j'étais capable de me faire mal à l'entraînement et plus j'étais capable de progresser. Donc, je pense que c'est une erreur, en fait, Des fois, il y a une tendance où dans le haut niveau, on a envie d'enlever le plaisir parce qu'on trouve ça beau, le fait d'avoir juste de la volonté. Et le fait de se dire, je suis capable de faire énormément de sacrifices. En fait, des fois, on veut trop parler de sacrifices et dire, ouais, on est des Spartiates, plus on fait de sacrifices, Dur au mal. Ouais, exactement. En tout cas, je sais que pour moi, ça marche pas trop. Je sais que quand je prends pas trop de plaisir, j'ai du mal à avoir la hargne finalement, en tout cas sur la durée. Donc je pense que justement, moi, j'essaye de prendre un maximum de plaisir pour pouvoir après me transcender, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et surtout en compétition. Ouais, le plaisir, si on est dans les bonnes dispositions, on peut l'avoir toute la vie, là où la performance, forcément, elle ne suivra pas. Donc c'est essentiel de s'y consacrer et d'avoir cette clé d'entrée sur notre pratique. C'est, je pense, le principal. Et surtout qu'on parle pas mal de consistance, on parle pas mal de réussir à durer dans le temps. Et justement, c'est avec ce plaisir qu'on peut durer. Deuxième question curseur, est-ce que tu te qualifierais de coureur instinctif, émotionnel on va dire, ou plutôt quelqu'un de raisonné, d'analytique? Est-ce que c'est un équilibre des deux? Est-ce que tu peux faire des coups de folie? Moi je fais énormément de coups de folie. J'aime bien en fait. Finalement je pense que dans la vie je suis quelqu'un d'assez... J'aime les choses un peu qui sont logiques, qui sont raisonnées. Mais dans ma façon d'agir, je vais pas trop être comme ça finalement. Je pense que... En course? Enfin en tout cas en course ou même dans la vie courante? Ouais, ou même à l'entraînement, ou même dans la vie de façon générale. Je sais pas, et puis des fois, au final, le fait de courir un peu à l'instinct, c'est pareil, ça aide un peu à se transcender, à être plus performant et à aller au-delà un peu justement de ses capacités, où on dirait, t'es capable de faire ça, ouais, mais en fait, finalement, peut-être qu'il y a un petit truc en plus qui te permet d'aller au-delà de ça, et du coup, t'en s'en servir. On va parler maintenant aussi de ton ouverture à une discipline autre qui est le trail, avec notamment un de tes faits d'armes qui a été au Saint-Jacques, au format 126 km là, juste avant l'été dernier. C'est une aspiration de long terme, c'est quelque chose auquel tu te destines et puis tu veux ne pas choisir. Il y a souvent une opposition, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens entre route, trail. Quelle place t'imagines donner au trail à l'avenir? Là franchement je sais pas trop, c'est un peu précoce pour donner vraiment une place au trail pour l'instant dans mon futur. C'est vrai que c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, par exemple, par rapport à comparer à du marathon, c'est qu'en fait, il y a une partie technique. Par exemple, dans les descentes, dans la gestion de l'effort, entre les montées, les descentes, les replats, pour essayer d'être à la fois suffisamment économe en montée, mais en même temps aller suffisamment vite pour pas perdre trop de temps. À la fois, pareil, être relâché en descente, mais éviter quand même de tomber et de se faire une cheville, parce que sur du long, si tu le fais 5 fois la cheville, tu n'iras pas au bout. C'est un effort qui est quand même particulier et qui demande en fait d'être plus... peut-être physiologiquement, ça demande peut-être moins de... On a peut-être moins besoin de qualité de base physiologiquement pour performer, mais ça demande d'être plus complet. Ça, j'en suis convaincu.
Tu as fait le grand saut sur un format 100 miles cet été là, sur Ouais. l'UTMB 2023. On est 4 mois plus tard. Là, ce qui t'en reste aujourd'hui, là, si je te parle de l'UTMB, un des premiers mots ou sentiments qui te revient sur cette expérience, tu as dû abandonner Ouais. plutôt, de toute façon, tu n'imaginais pas abandonner. Ouais. Mais en tout cas, tu as abandonné relativement tôt dans la course. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des regrets qui restent? Est-ce que c'est le sentiment d'avoir testé, joué, appris? Des regrets, en fait, je peux pas regretter quelque chose. Après, si je pourrais regretter j'aurais pu dans tous les cas effectivement aller au bout en me disant bah c'est pas grave, je marche le plus possible, je change complètement mon état d'esprit justement de passer de la performance à l'aventure. J'aurais pu effectivement faire ça, sachant que moi quand même je suis quand même beaucoup motivé par la performance. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Finalement je sais pas. C'est vrai que tout le monde dit que j'ai l'impression que dans le trail on parle beaucoup justement du fait de la performance surtout contre soi-même, de l'aventure, et du coup par rapport à moi-même, rien qu'aller au bout ça aurait pu être une performance. C'est vrai que j'ai pas 100% vu la chose comme ça, et puis c'est surtout le fait que je m'arrêtais sur le bord de la route toutes les 2 minutes, donc beaucoup de souffrance pour finalement aller au bout, alors que pour me prouver que je peux aller au bout, alors qu'en fait je suis avec les entraînements que j'ai déjà fait, avec finalement Saint-Jacques où je suis allé au bout, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'étais capable d'aller au bout. Mais ouais, c'est sûr que c'est toujours difficile d'abandonner. C'est un choix que j'essaye de pas regretter les choix que je fais. Donc non, on va dire que je regrette pas. Tu as été confronté à un certain nombre de messages, en tout cas un peu hostiles, Ouais. des haters. Mm. C'était quoi le grief, enfin, c'était quoi l'angle d'attaque, puis à quel point ça a pu t'affecter Je pense que c'est différentes choses, mais en fait, à ce que après j'ai vu, en fait, c'est surtout que ça vient moi-même en fait des réseaux à la base où finalement le premier fautif c'est moi. C'est que sur LinkedIn, j'avais écrit en fait sur la différence entre la popularité et la performance, et j'avais pris comme exemple, j'avais pris le foot et le trail, et j'avais parlé justement des deux Kylian. Je trouvais ça sympa de parler de Kylian Mbappé, Kylian Jornet, qui étaient deux icônes en fait dans leur sport. En disant par exemple qu'en foot, beaucoup de personnes vont prendre pour du sprint comme référence Kylian Mbappé, alors qu'il y a énormément de sprinters qui vont probablement plus vite que lui, mais qu'en fait on prendra Kylian Mbappé parce qu'il est plus populaire. Et pour Kylian Jornet, j'avais dit pareil en parlant par exemple que même sur des distances intermédiaires de 10 km, 20 km, 30 km, les gens vont prendre beaucoup Kylian Jornet comme référence parce qu'il est très connu, alors que sur ces distances-là, il y a des athlètes qui seront beaucoup plus performants et qu'on ne citera pas parce qu'ils sont moins connus. Et du coup, c'était pour faire juste une critique en fait entre la popularité et la performance. C'était pas pour juger vraiment la performance d'une personne telle qu'elle. Et je pense que en fait, ça a heurté, ça a blessé une communauté. Le foot, dans tous les cas, personne m'a rien dit par rapport au foot. Mais en fait, moi, je pense que j'ai une communauté qui me suivent, beaucoup de personnes qui font de la course à pied et dont du trail. Et du coup, c'est ces gens-là que j'ai touchés. Et en fait, je pense qu'ils ont pris un peu comme le fait que j'abandonne à l'UTMB. Ils ont pris ça du coup en se disant, bah voilà, le petit arrogant, il voit bien que le trail, c'est pas facile, que ce que fait Kylian, c'est impressionnant, etc., etc. Et du coup, c'était un peu pour eux une vengeance sur la critique que j'avais fait. Et ça a pu te blesser? Ou est-ce que justement en détricotant, là, comme tu viens de le faire, en comprenant que c'était peut-être ça a été une maladresse ou mal compris ou peu importe, en mettant tout ça à plat, tu l'as pas trop pris personnellement finalement ces attaques-là? Alors ça m'a touché. De là à dire blessé, c'est peut-être non, c'est peut-être un peu trop. Mais oui, effectivement, en fait, dans un premier temps, j'ai pas regardé. Et puis en fait, des fois, je suis assez curieux et j'aime bien un peu les débats. Donc c'est vrai que j'ai vite tendance un peu à regarder, à vouloir répondre, à vouloir me justifier. Et après, je me dis, bah en fait, il faut juste pas le faire. Ça apporte rien et tu peux pas répondre 15 fois à une personne en fait qui a juste la haine. Et en fait, peu importe peu importe ce que je dirais, ça se retournera contre moi. Et en fait, les personnes, des fois, ont juste envie d'avoir raison. En fait, ils n'ont pas envie qu'on démonte quoi que ce soit. Donc finalement, le plus sage, Vaut c'est mieux de laisser laisser. la conversation là. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Duncan. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, le moment de ta vie que tu aimerais revivre. Alors moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, donc je suis pas du genre à me dire j'aimerais revivre tel ou tel jour, mais alors peut-être par rapport à justement à des échecs ou par rapport faire revivre quelque chose, je me dis bah j'aurais pu le faire mieux.
Je pense qu'une période que j'aimerais revivre, ce serait peut-être le lycée, parce que c'est une période où finalement, au niveau un petit peu maturité intellectuelle, et ben on est assez adulte, mais en fait, je trouve qu'on manque d'expérience et de recul sur beaucoup de choses. Et du coup, je pense que j'aimerais bien revivre le lycée avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et je suis sûr que je réussirais beaucoup plus de choses. Et entre guillemets, sur beaucoup de points, j'ai perdu du temps parce que j'avais besoin d'apprendre. Et c'est vrai que maintenant, si je revenais en arrière au lycée, je pourrais gagner quelques années où je pense que je réussirais dans beaucoup plus de domaines. Ouais. Donc peut-être ça, allez. Deuxième question, c'est la première fois que je la pose, je la trouve pas simple, désolé. Le plus grand sacrifice que tu serais prêt à faire pour quelqu'un que tu aimes? Pour quelqu'un que j'aime, moi je pars du principe que tout ce qui est un peu, je sais pas, émotionnel est beaucoup plus important que... Moi je suis pas très matérialiste. Donc je pense que pour quelqu'un que j'aime, je pourrais entre guillemets tout donner pour tout donner de matériel. Bien sûr, je vais pas tuer une autre personne pour... voilà. Mais du coup, tout donner ce que j'ai pour quelqu'un que j'aime. Dernière question de ce questionnaire de Proust, la personne qui a eu l'impact le plus important dans ta vie jusqu'à maintenant? Dans toutes les sphères, perso, pro, sportive. Mon père. Déjà parce que c'est surtout lui qui m'a, en tout cas personnellement, qui m'a fait faire énormément de choses. Il m'a fait faire beaucoup de sport. Il a été énormément là pour moi. À chaque fois qu'il fallait aller à une compétition, qu'il fallait aller quelque part, que j'avais besoin de lui, il était là. Et en plus parce que je trouve que c'est un exemple un peu d'abnégation. C'est un exemple dans la vie, en fait, il se pose pas 15 000 questions. S'il faut faire quelque chose, il le fera. Et c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, c'est vraiment un exemple. Merci beaucoup Duncan. On va passer maintenant à la présentation de ta course épique dont on va traiter aujourd'hui. C'est le marathon de Rennes. Je vais en planter le décor très brièvement. Donc le dimanche 24 octobre 2021 à 9h, le départ du marathon vert, comme ça qu'on l'appelle, a été donné à Cap-Malo, au nord de Rennes. Vous étiez 1850 sur la ligne de départ ce jour-là. La course est réputée roulante avec 110 mètres de dénivelé positif cumulé et cette course traverse 8 communes. Une fois arrivés à Rennes, les coureurs passent sur les quais de la Vilaine, devant le Parlement de Bretagne, la mairie, l'Opéra et la place de la République avant de franchir la ligne d'arrivée sur l'esplanade Charles de Gaulle. L'épreuve était cette année-là support des championnats de France de marathon et support des championnats de Bretagne. 4 autres épreuves étaient organisées sur cette même journée, le marathon relais, le marathon duo, la féminine et la marche nordique. Au total, il y avait 6300 participants qui ont pris le départ de l'ensemble de ces courses. Voilà, pour planter le décor, tout y est à peu près de ce qu'il faut savoir à ce stade. Ouais, c'est ça, t'en dis plus que ce que j'en sais moi-même. On va continuer notre échange qui se passait très bien jusqu'à maintenant d'un camp, mais là ça va commencer à fighter là, parce que c'est le moment de la question qui pique. Ah. Voilà, une question un petit peu en décalage. Okay. On va profiter de l'approche de la période de Noël pour te poser quelques questions en lien avec Rennes, mais pas vraiment la ville de Rennes, mais plutôt le Rennes, l'animal. Voilà, c'est toujours un peu à me tirer par les cheveux cette question qui pique, donc j'ai un vrai faux pour toi sur le Rennes, l'animal. Sur le Rennes, l'animal, eh ben. Première question, donc la réponse est vrai ou faux. Les rennes peuvent courir plus vite que la limitation de vitesse dans la ville de Rennes. Dans la ville de Rennes, ça doit être limité à 50 dans la ville. Du coup, je dirais que oui. Eh ben, t'as raison. Alors, figure-toi que depuis septembre 2023, la vitesse est limitée à 30 km/h dans Rennes. C'est tout récent, dans l'intégralité de la ville. Et le Rennes, par contre, peut effectivement courir, tu avais de toute façon raison, à des vitesses qui vont jusqu'à 70 km/h quand il est en situation de danger. Donc voilà, ça en fait des coureurs particulièrement rapides en dépit de leur taille imposante. Ouais. Ça nous remet à notre place, nous, êtres humains. C'est ça, ouais. Petite dose aux 100 mètres, là, à mon avis. C'est sûr. Deuxième question, la Fédération américaine de course à pied organise chaque année, fin juin, une course qui réunit les meilleures rennes du pays sur un format 100 miles, la Western States. Les rennes sur la Western States. Non, la Western States. Ah, Western. Ça, à mon avis, c'est un jeu de mots, donc c'est clairement faux, non? Exactement, c'est faux. Ils avaient essayé de lancer aussi son équivalent en Europe, en Suède, c'était le Kulamaren, mais ça non plus, ça n'a pas marché. Bonne réponse. 2 sur 2, on est bien. Troisième question. Les rennes sont d'excellents nageurs. Les rennes sont d'excellents nageurs. Ça me donne pas l'impression comme ça avec leurs sabots. Excellents nageurs, je dirais non. Ça, rien que leur gabarit me donne pas l'impression que ce soit d'excellents nageurs. Eh ben, c'est étonnant, mais ils le sont. Ils peuvent atteindre des vitesses jusqu'à quasiment 10 km/h sur des longues distances. Et donc, on a des vidéos qui attestent de rennes qui nagent sur des distances de 2-3 km avec leurs petits, etc. Ah, donc que ce soit Michael Phelps ou Usain Bolt, ils ont qu'à bien se tenir face aux rennes. Ouais. On mésestime en c'est pour ça qu'à mon avis, ils tirent des traîneaux de Père Noël, c'est pour ça, pour leur qualité, je pense. Hein. Ouais. Et figure-toi que les sabots, ça les aide en fait. Ouais, parce qu'ils sont très larges, ils s'adaptent aux saisons, et donc ça les aide à la fois dans la neige et dans l'eau. C'est dingue, ça va devenir mon nouvel animal préféré alors. Ouais, j'entends d'ici nos auditeurs qui sont scandalisés par cette question qui pique. Je te propose de passer à ta course épique, car ils boudent d'impatience à l'idée de t'entendre la partager avec eux.
Comment est-ce qu'elle est née, pardon Comment est-ce qu'elle est née, cette idée, cette envie de participer au marathon de Rennes? Donc, c'était une première aussi pour toi sur la distance. Qu'est-ce qui a fait que ce moment est arrivé et que tu aies porté ce choix-là sur Rennes à ce moment-là de ta vie? C'était la bonne année, en fait, c'était le bon moment pour faire mon premier marathon. Et je voulais le faire sur les championnats de France de marathon. Et cette année-là, c'était à Rennes. Donc, j'ai pas réfléchi. En plus, je connaissais pas la ville. Donc, c'était l'occasion d'y aller. Et voilà, au début, c'était pas une volonté spécifiquement par rapport à la ville. C'était juste, en fait, l'occasion de courir ce marathon sur un événement particulier. C'est une distance dont tu avais la certitude qu'à un moment, tu t'essaierais dessus? Ouais, alors c'est vrai que moi j'étais là où j'ai mon point fort justement, c'est plutôt sur le seuil, sur le long. J'étais, on va dire, pas infatigable, mais c'est vrai que j'ai jamais été hyper rapide sur de la VMA, mais par contre une allure élevée, j'étais capable de la tenir très longtemps. Donc je m'étais jamais essayé sur marathon, mais je commençais déjà à faire des semaines à plus de 200-220 km. J'étais très bon sur du seuil, donc c'était vraiment dans la logique des choses que je fasse un marathon. Et c'est vrai que mon coach de l'époque m'encourageait plutôt vers ça, et les gens autour de moi aussi. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir vécu une prépa qui était très différente de ce que tu pouvais connaître jusqu'alors? Qu'est-ce qui a pu évoluer? Qu'est-ce que tu as musclé? Les choses sur lesquelles tu as porté plus d'attention? Au final, j'ai même pas tant fait une si grosse prépa marathon pour mon marathon. Le truc, c'est qu'en fait, je faisais déjà tellement de volume et tellement un travail justement au seuil que j'avais presque pas grand-chose à changer. En fait, le truc, c'est que je faisais du plus court et je préparais du plus court, mais j'avais déjà un entraînement pour faire du marathon. Donc c'est vrai que j'ai pas eu besoin de changer grand-chose pour cette préparation. Ça c'est aligné avec ce que tu avais connu jusqu'à maintenant, pas de grosse surprise, quoi. C'est ça, ouais. Les gens qui disent ouais, une prépa marathon c'est 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, bah c'est vrai que moi mon premier marathon, je l'ai pas vécu comme ça. Je me suis juste dit bah ouais, je me suis bien entraîné et j'ai fait mon premier marathon. C'est facile pour toi, là on parlait de consistance tout à l'heure, c'est facile d'être constant dans ta motivation sur une prépa? Est-ce que enchaîner les séances comme ça dans la durée, est-ce que c'est quelque chose qui peut être parfois contraignant pour toi, ou tu prends plaisir? Je sais que tu t'entraînes 2 fois par jour, de ce que j'ai compris, en tout cas j'imagine dans les périodes de pic, ou peut-être même tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des séances où tu as les pieds qui traînent un peu? Bah ça dépend. Je trouve que justement les jours ne se ressemblent pas, dans le sens où, mais même pas que les jours, les mois, les semaines, les années. Il peut y avoir des périodes où je vais être hyper motivé pendant 4 mois, 6 mois, où je vais avoir envie de me donner j'ai vraiment des périodes pendant lesquelles je suis hyper motivé, et des périodes beaucoup plus down où j'ai un peu la flemme, comme on dit. Donc non, c'est très variable en fait. Je pourrais pas dire que... Après forcément, si j'enchaîne beaucoup et que je suis fatigué, il y a des périodes où ça va être plus dur que d'autres, ou en général le jour de la course, c'est dur de pas être motivé. Bon après, des fois on a un stress pré-course qui nous donne l'impression, qui nous fait dire non, tu faut pas y aller, tu vas pas y arriver. Mais sinon, c'est vrai que non, ça dépend beaucoup des périodes. Ouais. Est-ce que la course, c'est la récompense ultime, ou est-ce que l'entraînement en soi et toute cette phase de préparation, c'est une période que tu apprécies, ou est-ce que c'est juste un moyen pour atteindre une finalité qui est la course? Bah, du coup, la récompense, ce serait pas vraiment la course, mais plus la performance après la course. Parce que des fois, on fait des courses où vraiment, d'une, on souffre, et de deux, on fait des contre-performances. Donc c'est vrai que ces jours-là, la course n'est pas vraiment une récompense. Pour moi, le moment le plus fort, c'est quand, pendant une période, on n'a pas réussi. Et c'est échec, 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 où là où presque on doute le plus, et après arrive cette course où on va faire une performance où on s'y attend pas du tout, qui nous rassure énormément, qui nous transcende, qui nous met dans un état vraiment un peu comme sur un petit nuage. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une récompense qui est la plus grosse des récompenses. Mais après, c'est vrai que rien qu'à l'entraînement, on va dire que physiquement, quand on sécrète, je sais pas, des endorphines, tout ce qu'on sécrète et tout, comme on dit, on a un côté un peu de bien-être après un entraînement. Bah ça, je trouve que c'est une récompense aussi. Dans quelle disposition physique et mentale tu te sens, toi, au moment où tu boucles ta prépa? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait absolument tout ce qu'il fallait? Ça dépend. Ça dépend vraiment des périodes. Ça dépend. C'est pareil, des fois, il y a des périodes où on est blessé, où on peut pas faire. Sur ce marathon de Rennes en particulier, sur cette première? Sur cette première année, je suis arrivé assez confiant. Parce que c'est moi qui ai demandé à l'organisation qu'ils mettent un lièvre sur un temps spécifique. Donc c'est vrai que non, j'étais plutôt confiant et un peu naïf en me disant bah il n'y a pas de raison. Enfin, j'avais pas peur moi des 42 km, parce que comme je le disais, moi ça m'arrivait de faire des journées où je faisais, j'en sais rien,
30 km le matin et j'en faisais 25 des fois l'après-midi où je mettais beaucoup de seuils. Donc, j'avais pas cette peur de la distance et je savais que j'étais capable de courir. Moi, j'ai toujours eu peur de courir très vite, entre guillemets. Quand je dis très vite, c'est courir sur du plat à 23, 24 km/h. Mais c'est vrai qu'une allure, quand je suis en forme, du 20 km/h, ça me paraît à la fois pas très rapide et à la fois, vu que je tiens dans le temps, et ça me fait pas particulièrement peur. Mais je sais que forcément, il y a des aléas, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça se passe pas aussi bien que prévu. Mais non. Déjà, je trouve 23-24, c'est très rapide. J'étais en train de me dire que le Rennes pouvait courir à 70 km. Ouais, finalement, c'est pas si rapide que ça. Pour le Rennes, 23-24 km/h, c'est même pas de l'endurance fondamentale. Ouais, c'est ça. À quel point tu avais mis le nez dans la start list et dans les autres profils présents sur la course? Est-ce que c'est des choses que tu avais regardées là spécifiquement sur ce marathon de Rennes? Alors, je savais juste qu'il n'y avait pas d'athlètes qui étaient, on va dire, il n'y avait pas les meilleurs, les tout meilleurs Français. Je savais ça. Après, je m'attarde pas beaucoup sur les autres. Je savais qu'il y en avait qui voulaient partir à peu près sur les mêmes bases que moi. Mais non, je me pose en général pas trop la question de qui est autour de moi. J'essaye de faire un peu du mieux possible et advienne que pourra. Pour préciser là de façon un peu chiffrée, tes références jusqu'alors là, sur semi, peut-être la plus emblématique, et puis tes aspirations donc, sur ce marathon-là, le temps que tu aurais aimé faire, et puis l'allure sur laquelle tu avais prévu de caler aussi ton lièvre. Ouais, à ce moment-là, j'avais pas des références. J'avais fait 29-25 sur 10 km en tout début d'année, donc 8 mois auparavant, il me semble. J'avais pas énormément de références justement sur du long, si ce n'est justement à l'entraînement. Et encore, j'avais fait 42 km à des allures élevées d'un coup. Donc non, je savais pas énormément à quoi m'attendre. C'était plus par rapport à ce qu'on me disait autour qui était plutôt bien de partir pour un premier marathon. Et sachant que voilà, à ce moment-là, sur cette édition du marathon de Rennes, le parcours n'était pas aussi plat qu'aujourd'hui. Donc voilà, partir sur 1h08 au semi, c'était l'objectif, 2h16. Et idéalement, gagner, c'était la place qui était encore plus, qui était plus important que le chrono. Mais je voulais gagner. Moi, j'aime bien gagner un peu avec la manière. Donc pour moi, gagner et faire 2h30, ça n'aurait pas été pareil que de gagner en ayant fait un gros chrono. Donc voilà. Ça y est, d'un coup, on est le samedi 24 octobre, c'est le grand jour. Est-ce qu'il y a de la place pour la nervosité là, dans le sas de départ? Comment est-ce que toi tu vis ces moments? Est-ce que tu es impatient d'y aller? Est-ce qu'il y a une forme de pression qui peut naître aussi? Alors non, j'étais pas tant stressé. Légèrement, il faisait un peu froid, parce que du coup c'était fin octobre à Rennes, il faisait frais. Donc si je tremblais, c'était pas de peur, mais plus de froid. Sur la ligne de départ, là je regarde autour de moi et je vois que tout le monde est avec le maillot de son club. Et là je vois que moi je suis pas avec le maillot de mon club. Et là je me dis problème. Et là, problème. Là, c'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, c'est un championnat et qu'il fallait le maillot du club. Après, j'étais sur la ligne de départ. Je me suis dit, de toute façon, on va partir. Je me suis pas posé plus de questions. Donc ça, j'y ai pas pensé une seule fois pendant la course. Pour la petite histoire. Ouais. On verra à l'issue de cette histoire qui peut sembler anecdotique sur le principe et qui au final aura des conséquences importantes. T'es pas intimidé par la distance? Est-ce qu'il y a malgré tout une question, une incertitude sur la façon dont ça peut se passer, sur la gestion peut-être de paramètres que tu maîtrises un peu moins, des ravitaux sur une telle distance? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des points qui sont malgré tout un petit peu énigmatiques à l'heure où ça va partir? Ouais, surtout, effectivement, les ravitaillements, parce que même sur un semi, finalement, on prend soit très peu, soit pas de ravitaillement. C'est vrai que sur un marathon, si on prend pas un gel, 2 gels, 3 gels... Après, c'est pareil, ça dépend des gens. Hein. Il y a des athlètes qui sont capables de faire un marathon entier sans prendre le moins de gel. Donc, chacun fait avec ses qualités. Mais c'est vrai que moi, je consomme quand même pas mal d'énergie. Donc moi j'ai plutôt besoin de prendre des gels et je m'étais pas énormément, j'avais fait beaucoup de volume justement à l'entraînement, mais je m'étais très peu entraîné finalement avec mes gels, donc je savais pas trop comment ça allait se passer, même au final comment les prendre sur une table, parce que même si sur une séance tu dis allez j'essaye de prendre un gel, en général c'est la personne qui t'accompagne à vélo ou qui est à côté de toi qui va te le passer. Finalement quand tu dois prendre ta bouteille avec ton gel sur une table, c'est un peu différent. J'avais pas anticipé le fait que je puisse confondre ma bouteille avec d'autres bouteilles. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, les gens ils mettent souvent des ballons en dessus de leur bouteille ou une sorte de grand fil haut qui permet de le reconnaître. Parce que sinon, tu arrives justement à 20 km/h vers une table où il y a 10, 15, 20, voire plus que ça, autres bouteilles. En fait, impossible de reconnaître ou de retrouver la sienne. Je savais pas qu'on pouvait courir un marathon sans prendre quoi que ce soit de gel, ça. Tu me l'apprends. Ouais, il y a et puis des athlètes qui sont performants. Je parlais récemment avec un athlète là qui il me semble que c'est Zach Abderrazak Sharik Abderrazak, qui me disait qu'il prenait presque rien sur l'ensemble de son marathon. Lorsqu'on a échangé et qui a fait 2h08.
Pas mal, ah oui, comme Ouais, quoi, oui, ça ouais. nuit pas tellement à la performance. Ouais, bah après voilà, non, mais après il y a des athlètes par exemple qui justement qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont besoin de prendre pas mal de gel, et eux, s'ils vont pas en prendre, et ben finalement ils avanceront plus sur la fin. Et à l'inverse, les athlètes qui sont pas entraînés à courir avec des gels, s'ils prennent trop de gel, ils vont avoir un point de côté, ils vont avoir des problèmes gastriques, et à qui ça se passera mal. Donc en fait, faut essayer à l'entraînement, faut voir justement ce qui réussit, et pour pouvoir voilà, être dans les meilleures circonstances possibles le jour de la course. On a échangé en amont de notre entretien d'aujourd'hui. Tu me parlais de l'ambiance de la course. Est-ce que dès le début, il y a une espèce de ferveur à ce marathon de Rennes? Ouais, bah, je sais que les Bretons, de façon générale, ils sont à fond course à pied. Il y a une ambiance de malade. J'y pensais rien que là par rapport au cross qui est à Carhaix ou souvent en Bretagne. À Rennes, il y a une ambiance de dingue en fait. Les gens, que ce soit presque les coureurs des fois parce que c'était deux boucles, c'est deux boucles de 20 km. Et du coup, tu as des athlètes des coureurs que je peux me retrouver à doubler en fait sur la deuxième boucle, qui vont eux-mêmes m'encourager. Mais non, dans la ville de Rennes, il y a une ambiance, c'est électrique, hein. Les gens, ils se lèvent le dimanche matin pour venir regarder la course. Je sais pas, c'est je sais pas, leur Jeux Olympiques à eux. Non, mais j'exagère, mais c'est vrai que non, il y a une ambiance. Ouais, c'est vraiment sympa. Chaud, c'est breton. Qui n'a pas vu un drapeau breton sur n'importe quelle course dans le monde à un moment ou à un autre, sur un bord de sentier ou sur un bord de route? Il y en Ouais, a toujours. ouais, c'est Et ça vrai. fait plaisir. Comment se passe ton premier semi sur ce marathon? Bah, le premier semi, au final, je me suis juste pas posé de questions. Il y avait un lièvre, un meneur d'allure qui était devant sur des bases d'1h08. Voilà, moi, l'objectif, c'était me poser moins de questions possible et essayer d'être le plus économe possible. Donc, peu réfléchir, rester derrière. Je savais que c'était long et qu'il fallait être patient. Donc, voilà, je profitais un peu, je regardais finalement des routes bretonnes, mais j'ai essayé d'être le plus calme possible. Le lièvre s'écarte donc au kilomètre 21. Il a fait son boulot. Toi, tu as tenu comme tu voulais. Personne ne semble vraiment vouloir prendre ses responsabilités Ouais. ensuite. Donc, c'est un rôle que tu embrasses peut-être un peu plus majoritairement. Est-ce que c'est à contre-cœur? Est-ce que c'est frustrant? Ou est-ce que tu es là, il faut le faire, tu poses pas trop de questions? Ah si, moi j'aime pas, je suis pas du genre à vouloir mener toute une course. Donc quand je passais devant, en fait c'est ça, c'est que moi je voulais aussi faire un bon chrono. Ça me tenait à cœur justement de pas trop ralentir à partir du 20-25e. Mais en même temps, j'avais pas envie d'être devant, que tout le monde se reste derrière moi et après perdre à la fin parce que le titre était le plus important. Donc c'était un peu un dilemme à ce moment-là. Vous Et étiez voilà. 4, hein, c'est ça à ce moment-là. On était 4. Voilà, il y en a un qui craque après entre le 25 et le 30 progressivement. Après, on se retrouve plus que 3. C'est vrai que moi, je me retrouvais pas mal à être devant. Il y en avait un qui était là vraiment juste pour la gagne et plus pour la prime, qui était d'ailleurs qui était pas français. Donc qui n'était pas là pour le titre de champion de France, mais plus pour la victoire et la prime, qui voulait prendre aucun relais parce qu'il s'en foutait complètement du chrono. Donc on était plutôt deux à prendre des relais et c'était principalement moi qui les prenais effectivement. Et donc voilà, je restais un peu derrière. Et donc il y a des moments où quand je prenais les relais, j'essayais d'accélérer davantage pour à la limite presque soit les lâcher, soit leur faire comprendre que c'était pas juste un relais, moi qui les emmenais sur leur allure qui leur plaisait. Et j'ai vu quand je voyais en plus qu'ils arrivaient à suivre, et je me disais ok, pour eux c'est tactique. C'est un exercice que tu trouves différent là mentalement à ce moment-là quand on a dépassé les 25-30. Il y a le mur que tu as par chance pas connu. Enfin, je ne sais pas si c'est une notion qui est applicable aussi peut-être pour des athlètes de ton niveau. Est-ce que c'est physiologique de façon universelle ou peut-être pas tant que ça, c'est plus pour des coureurs? Mais je pense que le mur, il n'y a pas de... En fait, le mur, c'est pas un truc qui existe particulièrement en fait. C'est juste que c'est... ceux qui ont le mur au 30e, c'est parce qu'ils sont partis... si c'est au 30e au lieu d'être au 35, c'est probablement qu'ils sont partis un petit peu vite et que du coup, ils ont un coup de moins bien. Je pense que sur les distances plus courtes, des fois, c'est pareil. Au bout du 7 sur un 10 km, par exemple, au bout du 6-7e kilomètre, si on est parti sur des bases assez intenses, et c'est là où on commence à avoir du mal et à ralentir. Donc forcément... C'est relative en gros. Mouvante. Ouais, c'est ça. Je pense que n'importe quel athlète... Parce que finalement, sur un 100 km, on n'a pas le mur au 30e.
C'est juste qu'en fait, on part sur des allures on est plus à l'aise. Et du coup, sur un 100 km, j'imagine qu'un coureur de 100 km, il commence à avoir du mal vers le 65, 70e kilomètre, vraiment. Voilà, donc c'est au général aux 3/4 de la course. Pour optimiser en général une course, c'est un peu ça. On commence à avoir du mal aux 3/4 de la course. Et après, c'est le dernier quart où ça se joue un peu dans la tête, où il faut essayer de résister pour pas perdre de temps. Et si à l'inverse, on n'a jamais un coup de moins bien, c'est qu'on n'a peut-être pas optimisé à 100% parce qu'on arrive à finir plus vite. Et peut-être que si on était parti un peu plus vite, on aurait pu faire un peu un meilleur chrono. Donc voilà, moi, j'y crois pas énormément au mur. Et toi, mentalement, tu gères bien là, l'effort sur ces passages-là vers le 30e, là, t'as pas la tête qui flanche ou une espèce de lassitude qui s'installe? Ouais, bah non, bah c'est vrai que déjà parce que moi j'étais à l'avant de la course, donc je jouais pour la gagne et c'était mon objectif. Donc clairement, je pensais plus un peu à ok, j'ai fait 30 km, il en reste plus que 12, je suis très à l'aise. Bah, j'ai plus de lassitude et je trouve ça plus difficile finalement entre le 10e et le 20e où il n'y a pas grand chose à faire, où tu réfléchis mais en même temps tu essaies de rester calme, qu'au 30-35e kilomètre où quand tu te sens très bien, et au final tu as juste le plaisir d'être à l'avant de la course. Donc c'est vrai que c'est presque le moment facile. Au 35e, là, au ravitaillement, tu connais un petit coup de malchance en tout cas? C'était pas un coup de malchance, je crois que c'est ma faute à moi, je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais effectivement j'arrive pas à choper mon ravitaillement, mais parce que voilà, j'étais pas hyper expérimenté, je m'arrête pour le prendre à moitié, je repars, je me retrouve à être décollé par les deux athlètes de devant, effectivement, et après il faut leur remonter dessus. Ouais. Ça te sort pas de ta course particulièrement? C'est un fait de course et tu... Ouais, non, pas du tout. Bah, je sais que ça arrive. Ils étaient pas loin. Ils avaient juste pris 3, 4, 5 secondes d'avance. Il restait encore beaucoup de... D'ailleurs, je sais plus si c'était au 30 ou au 35, mais si, c'était peut-être au 35. Si c'est ça, ça doit être le 35. Et du coup, non, en fait, cette seconde, quand il reste 7 km, c'est hyper facile à rattraper. Surtout que, comme je le disais, jusque-là, moi, j'étais sur la retenue. Donc j'avais de la marge. Et là, tu libères les chevaux. Ouais. Tu te rends compte qu'effectivement, tu as encore plein de capacités, tu reviens très vite sur eux. Et donc là, tu décides de mettre les stockades finales ensuite? Tu as envie de pousser? Ouais, c'est ça. Moi, en plus, je suis un coureur, j'aime bien courir au train. Je suis pas du genre à mettre des grosses accélérations progressivement. Le truc, c'est que là, du coup, vu que j'étais décroché, il fallait que j'accélère un peu pour leur revenir dessus. Le truc, c'est quand je leur reviens dessus, c'est pareil, je suis pas du genre à ralentir. J'essaie de garder un rythme régulier. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je passe. Et j'ai vu qu'ils avaient un peu du mal à tenir là, à ce moment-là l'allure. Et donc, c'est là où j'en ai remis un tout petit peu plus pour les lâcher et pour essayer de faire la différence. Est-ce que là, tu t'autorises à croire que la victoire, elle est possible ou qu'elle est quasiment jouée? Ou est-ce que c'est vraiment un sentiment que tu retardes le plus possible et tu restes très focus et tu baisses pas la garde jusqu'à la toute fin de la course? Non, je pense que en fait, sur l'espace de 2 km, j'avais vraiment creusé. J'étais passé sur des allures où j'étais en 3 au kill, j'étais vraiment à 20 km/h. Et je pense que derrière, ils étaient plutôt... j'avais fait sur l'espace de 2-3 km, je les voyais plus du tout, même dans les grandes lignes droites. J'avais dû gagner une trentaine de secondes sur 2-3 km. Donc, et sachant que j'étais vraiment à l'aise. Donc je me souviens, il y avait la moto ouvreuse qui était à côté de moi, leur gars qui filmait, qui commentait et qui commence vite fait à me dire un petit truc, genre à m'encourager. Et je leur dis un truc du genre c'est genre je suis facile là. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, je vois pas comment je pourrais ne pas gagner cette course parce que je me voyais pas ralentir que accélérer, et sachant que je les avais déjà distancés avant. Donc non, pour moi, là, c'était gagné. C'est vrai que c'était 5 km vraiment plaisant. Après, en fait, au final, au 30e, il y a eu une petite bosse où à un moment donné, tu as un petit coup de mou, un petit moment un petit peu plus difficile après, où tu sais, tu doutes un peu, mais non, c'était facile cette fin de course. Tu la boucles donc en 2h14 et 49 secondes. C'est quoi le sentiment au moment où tu franchis la ligne en tout cas? Qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la satisfaction, j'imagine, en premier lieu, de la fierté, c'est quoi? Ouais, c'était genre 2h14, c'est bien, tu vois. Je m'étais dit ouais, j'étais content, j'étais vraiment Négatif split d'ailleurs. ouais, Mis voilà, moins de temps sur le ouais, deuxième une semi. 6 au premier semi, Une 8 et une 6, non? ouais, c'est ça, une 8 au premier, une 6 au deuxième, sachant que j'ai vraiment qu'accéléré dans les 7 derniers kilomètres. Non, j'étais satisfait, comme je disais. Il y a des moments où on fait des moins bonnes courses, et du coup, c'est dans les moments où on fait des super courses où on se dit, où tout prend du sens. Là, il y a quelqu'un de l'orgue qui essaie de te mettre précipitamment une petite veste sur les épaules. Ouais. Est-ce que là, peut-être, tu
repense à ce que tu as évoqué tout à l'heure et le sujet de ta tenue. Alors là on met une veste sur les poings en me disant attention, t'as des chances de te faire disqualifier, vu que t'as pas le maillot de ton club, mets une veste, faut que ça se voit entre guillemets le moins possible, si tu veux pas qu'il y ait de problème, qu'il y ait des gens qui se plaignent. Donc voilà, donc là à ce moment-là je me disais ok, j'ai mis une veste sans trop y croire, enfin en me disant de toute façon je vais pas être disqualifié, pour moi j'allais pas être disqualifié pour ça, ça me paraissait trop bête et trop grossier. Et finalement très rapidement on m'a dit voilà le club du deuxième a porté réclamation, la victoire de la course tu l'auras, ton temps tu l'as, mais tu seras pas champion de France. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu tomber de mon petit nuage quand même. Là, tu es dans quel état d'esprit? Tu cherches un coupable? Tu dis c'est toi, t'en veux à tout le monde, à la terre entière? Est-ce que tu es assez revanchard? Est-ce que tu es plus fataliste et résigné? Non, sur le moment, je me rendais pas trop compte, je savais pas de qui venait la responsabilité de ça. Je l'ai su que plus tard, et du coup, effectivement, aussi, moi, j'en ai clairement voulu aux personnes qui m'ont, entre guillemets, disqualifié, tout simplement parce que je sais que moi, j'aurais pas réagi comme ça. Je trouvais ça hyper anti-sport de profiter de ça pour acquérir un titre de champion de France, de profiter du fait d'une erreur qui est purement vestimentaire, même si effectivement ça fait partie des règles, pour enlever un titre qui était justement mérité. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise finalement sur ce format? On a le sentiment que c'était une course pleinement maîtrisée. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même paru plus complexes que ce que tu aurais pu imaginer, ou est-ce que finalement tu t'es adapté, tu as embrassé ce format sur une première de façon absolument idéale? Ouais, non, je me suis dit effectivement, on m'avait dit que le marathon c'était plutôt fait pour moi, et je me suis dit c'est vrai que c'est peut-être fait pour moi, je peux probablement faire mieux. Non, j'étais juste heureux et comblé à ce moment-là. T'avais réussi ta course. Ouais, c'est ça. Elle a changé quoi pour toi? Est-ce que tu as senti un avant-après? Oui, je pense que ça m'a donné pas mal de visibilité. Dans un premier temps, à cause justement de la polémique champion de France, pas champion de France, j'étais passé sur pas mal de trucs, que ce soit Hugo Décrypte, que ce soit j'ai tous les journaux qui m'ont contacté en mode que s'est-il passé, pourquoi. Tout le monde essayait de comprendre, essayait de se dire c'est vrai que t'es champion de France juste le temps d'un instant. C'était assez insolite, c'était assez étonnant. Donc finalement, ça m'a fait un peu... Il y a eu une sorte de buzz et d'engouement autour de ça. Pareil, au final, là, c'était la première fois où il y avait des gens... Il y a eu un peu des critiques, des remarques. Il a fait ça pour son sponsor, il va encore toucher de l'argent. Enfin, des trucs qui étaient complètement faux. D'ailleurs, les gens, ils n'en avaient aucune idée. Et c'était juste leur point de vue à eux. Et du coup, c'était un peu la première fois d'ailleurs où je voyais un peu des gens qui commentaient sur n'importe quel sur réseau social ou sur les choses sur lesquelles l'information avait été mise, sans avoir aucune idée en fait des vraies raisons. Oui, parce que c'est l'inattention en fait, c'est en aucun cas intentionnel pour créer l'événement que ça a pu... Ça représente un peu mon état d'esprit. C'est vrai que de façon générale, je suis un peu, on va dire, détente, je prends les choses un peu comme elles viennent, un peu tranquille, je suis pas très stressé à vérifier précautionneusement soit chaque règle, soit vérifier chaque tenue, etc. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut clairement m'arriver et qui est un peu bête, ouais. Le club de Neuilly-Plaisance était déçu aussi, j'imagine? Non? Ils t'ont accompagné oui et dans non, l'acceptation? parce qu'au final, c'est pareil. Je suis pas sûr. Peut-être celui qui a le plus perdu, c'est moi, et encore. Parce que moi, finalement, la performance, dans tous les cas, le plus important, c'était de savoir que j'étais capable de faire de belles perfs plutôt que vraiment juste un titre. Donc le plus déçu, c'était moi. Après, pour les autres, finalement, je pense que même pour moi, au final, ça a plus fait parler et plus fait le buzz qu'autre chose, finalement, cette histoire, même si c'était clairement pas le but. S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiens là aujourd'hui de ce premier marathon de Rennes pour toi? Une image, je pense quand on me donne le drapeau de la France et que je suis comme ça, les bras écartés avec le drapeau de la France à l'arrivée, c'était mon premier titre de champion de France, et c'était l'organisation, tout le groupe Gelin qui était là et qui m'avait félicité et qui avait l'air hyper heureux pour moi et qui s'était donné pour organiser cette course, qui avait trouvé un lièvre, et voilà, voir les gens autour de moi qui étaient contents en fait, qui étaient heureux pour moi et qui étaient eux-mêmes heureux. C'est vrai que c'était beau. Tu es revenu donc sur ce marathon de Rennes les 2 années suivantes avec 2 issues assez contrastées. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer à nouveau ce qui t'a mené? C'était pour retrouver cette effervescence et cette ferveur. Il y a un attachement qui s'est peut-être créé aussi avec la course, et puis aussi un titre à aller chercher.
Et ben l'année suivante, ils ont changé le parcours qui passait vraiment encore plus dans les rues de Rennes, qui était homologué, c'est-à-dire où l'arrivée et le départ étaient plus ou moins au même endroit. C'était plus plat, donc c'était vraiment l'occasion de vraiment faire une performance. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de marathons en France qui sont très plats, sur lesquels on peut faire de belles courses. Et justement, moi, je trouve que Rennes, je trouve que c'est une super belle ville. Donc c'est vrai que c'est ça. Je me disais, faire une performance là-bas, ça aurait été cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait des performances à beaucoup d'endroits, éventuellement Paris, parce que c'est un énorme marathon. Mais voilà, ça me tenait à cœur, moi, de retourner là-bas et de regagner cette course qui m'avait un peu fait connaître, on va dire, dans le monde de la course à pied. Et voilà, j'étais en super forme. Je passe au semi-marathon cette fois en 1,5-0, donc je passe 3 minutes plus vite. Voilà, il y avait un lièvre qui était censé être là pour m'aider, mais qui a eu un peu du mal. Voilà, c'est les aléas jour J, voilà, où le lièvre était pas en forme, et il a eu du mal finalement à suivre le rythme. Donc je me retrouve en fait seul assez rapidement. Au 10e kilomètre, j'étais tout seul. Et voilà, et je cours finalement presque toute la course tout seul devant. Et je finis quand même en 2h12, donc qui était beau, surtout que j'étais parti de très ambitieux sur cette course. Et c'est vrai que ça avait plutôt bien lancé la saison, ouais. 2023, pas tout à fait le même plaisir. 2023, voilà, j'étais à fond remue avant pour préparer cette course, et en fait j'avais 2 douleurs, dont une à l'adducteur, et en fait ça s'est aggravé progressivement tout au long du stage. À la fin, je pouvais presque plus courir, je faisais que du vélo, et je me suis dit je vais faire un peu de repos, ça me permettra de récupérer, et je vais quand même sur cette course, on verra comment ça se passe. Et au final, il n'y avait pas eu de miracle en fait. J'étais blessé la semaine d'avant, le marathon il n'est pas passé. J'avais vraiment des lièvres de luxe, 2 athlètes qui font un tout petit 28 sur 10 km, qui sont au final qui ont des plus belles références que moi, qui étaient là pour me livrer. Je me devais un peu d'essayer, mais voilà, malheureusement c'est les aléas, c'est que voilà, quand tu t'entraînes beaucoup, tu peux te blesser. Donc là, c'est une blessure que tu te traînes encore un petit peu aujourd'hui ? Ouais, c'est une blessure. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je commence à pouvoir refaire des footings un peu plus longs, à pouvoir remettre du rythme. Mais c'est vrai que là, ça fait depuis 6-7 semaines, justement, même depuis avant Rennes, depuis Font-Romeu, ça fait depuis septembre que j'ai encore une gêne. Ouais, ça me gêne encore un peu aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. Du coup, j'espère que ça va vite le faire pour la prochaine course en février. Ouais. Merci Duncan d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va parler un peu d'avenir maintenant. Comment se dessine l'horizon 2024 ? Est-ce que les JO restent un sujet ou c'est totalement évacué ? Enfin voilà, ce que tu sais aujourd'hui de ce que sera ton année 2024 ou ce que tu as envie qu'elle soit ? C'est vrai que donc il y a que 3 places. Le marathon en France, surtout masculin, le niveau est grosse très densité, dense. Ouais. Il y a probablement, donc là il y a le marathon de Valence ce week-end, donc c'est surtout là qu'on va savoir est-ce que les 3 est-ce que ce sera sûr ou pas. Mais ouais, non, on va dire que moi l'objectif ça reste quand même de faire une belle perf sur marathon, donc voilà, je vais à Séville en février. J'ai envie de passer un peu sous cette barrière des 2h10 parce que je sais que quand je suis en forme, j'en suis capable, j'en suis convaincu. Après voilà, les jeux, ça va effectivement être difficile. 2h08 voilà. et 10 secondes les minima. C'est ça. Qui ne certifie pas en plus d'être qualifié ensuite. Oui, en plus, voilà, en France, voilà, après, c'est pareil. Il y aura des pays où après ça passera au ranking, mais c'est vrai que, comme je le disais, c'est qu'en France, le niveau est dense et voilà, ça va être compliqué. Mais de toute façon, le plus important, c'est que ce soit les meilleurs athlètes qui soient au JO. Et moi, je serai là dans tous les cas pour les encourager si j'y suis pas, c'est sûr. Il y a d'autres rendez-vous que tu as pris là déjà pour l'année prochaine ? À quel point il est fixé ton calendrier ? Pour l'instant, c'est quand même encore un peu flou, surtout que j'ai été là pas mal blessé. Donc, ça va dépendre un peu de à quel point je guéris vite. Mais voilà, non, le prochain gros objectif, c'est je pars un mois en stage en janvier pour justement être prêt pour le marathon de Séville le 18 février. Donc ça, on va dire que c'est le vrai prochain gros rendez-vous. Et après, pour la suite, ça va aussi dépendre. Ouais. Tu pars au Kenya ? Ouais, je pars au Kenya du 15 janvier au 15 février. Ouais. Est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver, où tu te dis, celle-là, un jour dans la vie, il faut que je le fasse, même si c'est peut-être pas aujourd'hui tes formats de cœur ou autre, ou que tu ne le fasses pas forcément avec une vision ultra compétitive, mais est-ce que tu as une course de cœur absolue que tu aimerais un jour vivre ?
Bah, c'est vrai que la course de cœur, un peu, c'était que j'avais envie de vivre un peu d'essai, c'était l'UTMB. Mais du coup, on peut dire que je l'ai à la fois vécu et pas vraiment vécu parce que je suis pas allé au bout. Donc à partir de là, j'ai envie de redire l'UTMB parce que ouais, je peux pas dire que j'ai fait la course aujourd'hui. Une première expérience inachevée. Mm. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui a une signification particulière pour toi et que tu as envie de partager avec nous? Une citation, ah bah c'est ce que je dis un peu, que je m'étais fait un peu aux États-Unis, c'est en anglais to live is a chance, issues are fine and good things awesome. C'est genre de dire un peu genre que ouais, que enfin vivre est une chance et que du coup bah les problèmes dans l'idée faut essayer de les résoudre et pas trop s'attarder dessus et qu'il faut un peu savourer toutes bonnes choses quoi. C'est un peu une phrase un peu pour être positive et elle est de moi-même. C'est quoi la première chose que tu vas faire là? On enregistre aujourd'hui à Paris. T'as envie de quoi là quand tu viens à Paris? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Tu viens régulièrement, mais est-ce que t'as des choses qui te plaisent? Quand je viens à Paris, bah Là, il fait beau. Je ouais. crois que t'as été sur les quais là tout à l'heure Ouais, pour voilà, courir, ce genre de beau moment. Ouais, bah non, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, je suis plus de la montagne, donc forcément, j'aime bien rentrer. J'aime bien plus être à la montagne, voir un peu plus de choses un peu vertes. Mais Paris, c'est quand même une ville, un peu romantique. Donc, c'est vrai que c'est sympa de courir sur les quais et d'avoir la Tour Eiffel autour de nous. Ça reste quand même, c'est une ville qui est quand même emblématique au niveau mondial. Donc, moi, je kiffe être là quelques jours. C'est hyper vivant. Donc non, courir sur les quais, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa. Merci beaucoup Duncan, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course qui a été un sacré tremplin pour toi et quand même elle ne s'est pas tout à fait achevée, elle n'a pas été forcément couronnée du titre comme tu aurais pu l'espérer. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures sur route, sur trail aussi, j'espère, l'UTMB, j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous aussi là-bas. Merci encore pour ta disponibilité, ton authenticité, ton franc-parler, c'est très appréciable. Et puis plein de bonheur et puis plein de réussite dans la suite de tes belles aventures. Merci Guillaume, c'est cool. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.